Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes à Sphinx Media avec notre invité, M. Gabriel Diabaté, qui nous entretiendra à l'émission Sciences et Technologies sur un thème d'actualité de l'intelligence artificielle. L'émission se déroulera en plusieurs séquences. Aujourd'hui, nous ferons l'historique du développement informatique. Entrons donc dans le vif du sujet, sans nous perdre en controverses préalables. Monsieur Diabaté, dites-nous, pouvez-vous nous faire l'historique du développement informatique ces 20 dernières années? Voilà, je dis merci. D'abord, je dis merci à Sphinx Media. Et l'informatique, c'est un sujet, c'est beaucoup plus, c'est vaste, c'est complexe. Et je vous invite aussi à inviter aussi d'autres Africains et Ivoiriens de venir se prononcer sur le sujet du développement informatique et du développement de notre continent et de notre pays, surtout la Côte d'Ivoire. Et c'est très important parce que on a beaucoup de compétences dehors. Donc, il faut que nous, on doit être un peu comme les Italiens qui ont, après la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait appel à leurs compétences. Donc, on a beaucoup de jeunes compétents. Voilà, il faut souvent poser la question, les demander leur avis, parce que c'est ensemble qu'on peut se mettre ensemble pour arriver au développement. Mais quant à moi, bon, je suis tout simplement fait une contribution. Voilà, je fais une contribution. Et d'abord, je remercie d'abord la NASA, le GPL et puis le Caltech de la NASA, bon, qui nous a permis à plusieurs occasions de nous donner des graphiques que nous utilisons. Bon, cela s'explique que la, la la première technologie de la propulsion des fusées dans l'espace a été inventée par mon patron direct. Disons, j'ai travaillé dans sa compagnie et donc, paix à son âme, voilà. Donc, qui a eu l'intelligence de dire, parce que lorsqu'on parle de la propulsion d'un avion, la propulsion ne peut se passer seulement que lorsqu'on est dans l'atmosphère. Quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de propulsion. Donc, au départ de la conquête de l'espace et des Apollo, dont il était question chaque fois quand les Apollo partaient dans l'espace, bon, on arrivait à les perdre puisqu'on ne pouvait pas les contrôler. Parce que lorsque le moteur qui doit propulser pour rentrer dans l'espace, une fois dans l'espace, ce moteur ne peut plus marcher. Donc, le plus souvent, ça créait des accidents. Donc, lui, c'est ce qu'on appelle Kaufman Source. C'est lui qui a eu l'idée, il était ingénieur électricien, un scientiste, et qui a eu l'idée de créer ce qu'on appelle le ion propulsion, c'est-à-dire la propulsion ionique, et qui, ça veut dire une propulsion électrique. D'abord, on a le ion que nous allons pulvériser, et puis on a le plasma qui est le négatif, et la réaction de ces deux vont passer dans une grille qui fait que la fusée va se déplacer dans l'espace. Et cette technologie est appliquée jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc ça, c'est d'abord voir, bon, ça c'est pas l'informatique, mais ça c'est déjà la mécanique de propulsion. Donc c'est cette technologie qui a été appliquée à l'industrie du semi-conducteur et de l'informatique. Voilà, donc de l'espace, on se retrouve maintenant dans l'industrie de l'informatique. Et il fallait créer l'environnement de l'espace, c'est-à-dire un environnement où il n'y a pas d'air. Donc on a fait les chambres blanches, et dans ces chambres blanches, on a fait les modules, et ces modules à l'intérieur, on va aspirer de l'air pour qu'il n'y ait pas de molécules. Bon, pas qu'il n'y ait pas de molécules, mais on essaie de contrôler les molécules. Et on, on connaît un système de réfrigération qu'on appelle le cryogénique qui va refroidir à moins 267 degrés. Donc, en sorte que les molécules doivent s'arrêter. Et puis, on procède maintenant sur les wafers. Vous avez entendu parler de la Silicon Wafer, Silicon Valley. Le mot Silicon Valley, c'est là-bas, puisque c'est là-bas qu'on traitait tous ces silicones pour
faire des graphiques, des écritures, des algorithmes sur le Wi-Fi. Donc, c'est ça qui est devenu l'informatique même. C'est-à-dire où le développement de l'informatique même a vu le jour. Enfin, ça avait vu le jour, mais depuis très longtemps et bien jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez la chance d'aller dans beaucoup de labs, vous pouvez voir depuis la création de l'informatique. Mais je vous parle des 20 dernières années, comment on est arrivé à aller à une vitesse très supérieure. Donc, cette technologie a été appliquée maintenant au wafer, que ce soit les disques durs, les balançoires, et les CPU, les SDRAM, ça a été appliqué. Donc, pour moi, j'ai eu la petite chance, pas que je suis intelligent, mais seulement j'ai eu la chance de travailler dans la lithographie pendant 23 ans. Donc, de 1998 jusqu'en 2018, il n'y a pas de compagnie informatique au monde, quel que soit le pays. Quel que soit le pays, il n'y a pas de laboratoire informatique où je n'ai pas mis pied. Voilà, parce qu'on était la seule compagnie au monde, je dis bien la seule compagnie au monde qui avait cette technologie de la lithographie. Bon, on a été détrôné. Bon, je ne suis plus dedans, mais on a été détrôné. Donc, il n'y a que aussi aujourd'hui une seule compagnie qui a aussi cette technologie, mais qui sont en train de se faire détrôner par la Chine et puis le Japon, et puis bon, voilà. Donc, il se fait détrôner. Donc, c'est pour vous dire comment l'informatique est partie. Donc, on a vu l'informatique depuis le laboratoire. D'abord, avant même qu'on fait l'outil informatique VAN, nous, on a eu la chance de travailler dans de ce concept à l'intérieur de ces laboratoires, que ce soit IBM, TDK, Alps, Apple, Magnet, enfin, on peut tout citer. Tous ceux qui étaient involvés dans l'informatique, fait l'outil informatique. Donc, voilà un peu où on est parti. Et ça a été un développement. Donc, ça a été un coup de pouce de la NASA qui nous a arrivé à faire aujourd'hui cette haute science de la lithographie jusqu'à on est dans les nanotechnologies. Et donc, et comme votre émission c'est sur le AI et comment on arrive au AI, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis la révolution industrielle. D'abord même, quand on va à l'école, là, c'est pour être intelligent artificiellement. C'est pour cela quand vous allez à la NASA, on n'a pas besoin de ceux qui sont naturellement intelligents. On a besoin seulement de ceux qui sont artificiellement intelligents. C'est très important. Et donc la révolution industrielle, c'était pour d'abord faire en sorte que la production pouvait se faire d'une manière automatique. Donc ça a été un travail très difficile. Et jusqu'à on est arrivé maintenant en 1960 déjà, même pas trop loin, 1960, bon, ça veut dire 60 ans, près de 65 ans de cela, que la compagnie General Motors aux États-Unis a développé les premiers automates informatiques. Donc, l'automatisme a été vraiment développé par GM. C'est le General Motors qui a fait ça. La raison, c'était quoi? C'est que dans l'industrie automobile, il y a trop de soudure. Et donc, il s'est trouvé que chaque 10-15 ans, la majorité de ces soudeurs devenaient aveugles. Donc, il fallait trouver un mécanisme de contrôler ces appareils à souder les voitures sans que l'être humain soit involvé dedans. Donc, voilà un peu où l'automatisme même a vu le jour. On a fait les microprocesseurs qu'on appelle les automates, les programmeurs logiques contrôleurs. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Que quand on est parti automatiser les industries, il s'est trouvé que ceux qui étaient les techniciens qui étaient là-bas, électriciens, donc c'était des techniciens qui n'avaient pas de grands diplômes. Donc, il fallait écrire un code logiciel et ça ressemble à un chemin électrique. Et c'est ce qui a été le PLC, le programme logique. Bon, en français, on appelle les automates. Donc, ça a pris sa base là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui a été vraiment la clé même de l'automatisme à outrance. C'est-à-dire,
Vous allez dans des industries où aujourd'hui les machines travaillent sans l'intervention de l'être humain et l'être humain a besoin seulement de le mettre en marche et puis ça avance. Donc, voilà un peu l'historique, un peu où nous sommes partis. Mais quant à moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'outil informatique. C'est-à-dire, quand je dis travailler dans l'outil informatique, pas que je suis le scientiste, mais c'est que les équipements qui sont utilisés à faire ces outils, à faire ces outils informatiques, on a quand même travaillé dans ça pendant 23 ans et voilà, sorti avec même euh, euh, plusieurs brevets d'invention à l'équipe. L'équipe, on a eu plusieurs brevets d'invention, que ce soit sur le GMA, le Giant Magnet Resistivité, ça veut dire les têtes de lecture hier, les disques durs se gâtaient très vite parce qu'il y avait un frottement, c'est-à-dire la tête de lecture était assise sur le disque dur comme un peu les anciens phonos qui jouaient là. Donc ça faisait que les disques ne restaient pas longtemps. Donc on a trouvé maintenant une autre solution maintenant par des scientifiques, mais nous on a travaillé seulement que dans l'automatisme pour que la lecture se fasse maintenant dans un champ magnétique. C'est de ça on est parti pour rentrer maintenant dans les RAM, la SD-RAM. Les SD-RAM c'est sorti, on a fait maintenant aujourd'hui les disques durs qui n'a plus d'équipement, qui n'a plus de mécanique à l'intérieur. Donc, c'est juste le storage par électronique. Donc, pour dire que on est parti loin aujourd'hui et on est en train de continuer encore à aller loin parce que l'informatique se développe aujourd'hui, arrivé à un point que on commence à avoir aussi des problèmes. Donc, l'Inde peut être l'exemple palpable. L'Inde a formé beaucoup d'informaticiens. Nous sommes en 2025. 2024, il y a eu plus de 2 millions de personnes qui ont été mises au chômage en Inde, des informaticiens, tous des gens qui sont complètement, qui ont beaucoup de talent et qui sont diplômés avec expérience. Donc, ils ont été tous mis à la porte parce qu'il n'y a plus de travail. 80% et 20% des ingénieurs, 20% des ingénieurs en informatique aujourd'hui font le travail de 80%. Voilà comment c'est grave. 20% fait le travail de 80%. 80% et 20% de ceux qui sortent de l'école, sur les 100% qui sortent de l'école par an, il n'y a que 20% qui peuvent avoir travail. Les 80% sont au chômage. Donc, pour dire, où l'informatique, où le AI va nous conduire maintenant dans le mur, nous, Africains. C'est très important. C'est comme ça va nous conduire dans le mur. Parce que nous allons être forts n'importe comment, intelligents n'importe comment en Afrique, mais on s'est réveillé tardivement. Les hindous, c'est plus de 1 milliard, presque 2 milliards de personnes. Ils savent tous programmer, ils sont très intelligents, ils savent tous programmer. Comment nous, Africains, on va pouvoir dépasser l'Inde. Ça, c'est impossible. En tout cas, en matière de software, ça ne serait pas, en tout cas, pour les 100 années à venir. Et l'Inde, c'est vrai, il y a la pauvreté là-bas, mais ils ont un atout que nous n'avons pas. L'Inde a l'électricité. Ils ont de l'électricité, les usines marchent. Nous, on n'a pas l'électricité. Voilà pourquoi moi, je parle tout le temps de l'électricité. Nous, on n'a pas assez d'électricité dans nos pays. On n'a que 25% de la population qui a accès à l'électricité. Mais en Inde, ils ont beaucoup de centrales nucléaires. Voilà. Donc, ils ont de l'électricité, ils ont la connaissance, et il n'y a que il y a 2 ans seulement, l'Inde est en train de repenser à faire une révolution industrielle. Voilà. En 1942, ils ont commencé leur révolution industrielle. Avec les nouvelles technologies, ils ont dit non, notre porte de sortie, c'est les nouvelles technologies. Il y a 2 ans, ils viennent de se rendre compte que les nouvelles technologies ne vont pas les sortir dedans. Donc, il faut revenir encore en arrière pour parler maintenant, pour faire une révolution industrielle. Et cela ne peut se passer que par l'électricité. Parce que les connaissances sont là, le AI est développé, le software, on a des talents qui peuvent développer le software, mais il faut appeler le software, il faut mettre ça que l'outil informatique, d'abord, c'est du virtuel. Voilà pourquoi aux États-Unis,
nous n'avons pas de ministère des nouvelles technologies. On n'a qu'un bureau d'administration qui gère parce que c'est du virtuel. Et nous, en Afrique, ben, pour revenir en arrière, bon, je vais prendre un petit exemple. Bon, je sais que c'est l'introduction, ça doit être long parce que prochainement, quand on va aller, on ne serait pas trop long, on va parler des séquences. En 1999, et Monsieur Gorgonet, je ne sais pas si vous avez entendu le bug de l'an 2000. On a dit qu'en 1900, l'an 2000, les computers vont mourir. Il va y avoir trop de problèmes. Et on a vu beaucoup de pays africains qui ont dépensé des milliards pour résoudre ce problème, alors que le problème même n'existait pas. Ça n'existait pas. Parce que quand on parlait des bugs de l'an 2000, nous-mêmes, on a travaillé dans beaucoup de pays. Moi-même, j'ai fait 3 mois à Samsung en Pyeongtaek en Corée et pour résoudre ce problème. Parce que ceux-là, ils avaient ces problèmes. Mais nous, en Afrique, on n'avait pas ces problèmes. Mais le main problème du bug de l'an 2000, c'était plus les pays qui avaient l'arsenal nucléaire et puis les social sécurité. Voilà, les retraites. Donc l'Amérique, la social sécurité, la retraite. Si le computer de la retraite commençait à avoir des problèmes, ça allait être vraiment la confusion totale et puis ça allait agir sur l'économie. Et puis sur le computer en 2000, à l'an 2000, après, à l'an 2000, après, à minuit seulement, après, en sortant de 1999 à 2000, à minuit, si on ne réglait pas ce problème, on avait peur que nos bombes nucléaires commencent à se désactiver, à s'activer parce qu'on n'a pas de contrôle sur ça à la faute de l'ordinateur. C'est ce qui a fait que 7 ans en avant, je dis bien 7 ans en avant, on était en 1999, mais quand vous allez en arrière 7 ans, l'Amérique avait déjà géré le problème américain. Non, ils ont attendu seulement que on soit à 2 ans de l'an 2000 et puis faire sortir ça, parce que ça fait que beaucoup d'hommes ont gagné de l'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Voilà. Donc, pour dire que nous, Africains, on prend les choses aussi. Parce qu'à l'époque, moi-même, je suis allé rendre visite à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Corée qui me disait que, mais OCM en Côte d'Ivoire, on vient de dépenser combien d'argent, on va régler ce problème. J'ai dit, mais on n'a même pas ce problème. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, je veux dire que quand on parle de l'intelligence artificielle maintenant en Afrique, on est dedans très fort. Ça, je comprends. Bon, comme vous avez dit, tout le monde en parle, tout le monde en parle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous, le train de l'intelligence artificielle est en route. On doit sauter, se mettre dans le train, ou bien nous devons mettre les bases, c'est-à-dire on doit construire une gare de train de l'intelligence artificielle chez nous, en sorte qu'on monte dedans tranquillement. Parce que si on sort dans le train, on risque de se casser le pied. C'est ce qu'il explique l'informatique dans nos pays. L'informatique dans nos pays, surtout en Afrique, ça ne va pas nous développer comme nous on pense que ça va nous développer. Mais seulement ça peut nous aider à la gestion pour que les gens ne volent pas. Mais en termes de développement, ça serait très difficile pour nous que l'informatique va nous développer. Parce que quand vous allez dans un supermarché, vous n'allez pas pour aller chercher, acheter, comme on appelle, l'Internet dans le supermarché. Mais seulement, il faut que les gens mettent en tête que l'Internet, c'est un outil de travail. Et comme c'est un outil de travail, il faut appliquer, c'est-à-dire que tu sois menuisier, il faut appliquer l'outil informatique dedans pour que tu ne fais pas d'erreur. Quand tu vas dans une banque, alors c'est informatisé, ça aide la banque à ne pas se faire voler par des clients. Et quand tu viens aux États-Unis ou dans les pays développés en général, vous allez dans une banque, dans un magasin, ceux qui sont là, ce n'est pas parce qu'ils sont plus honnêtes que nous, Africains. Même ici, aux États-Unis, les gens cherchent à voler. Mais c'est que le système est informatisé au point que il veut voler. Le voleur même veut voler, mais il ne sait pas comment voler. Donc, alors que chez nous, le problème c'est ça, où tout le monde peut voler, on a toujours une deuxième porte de sortie.
Donc voilà un peu où l'informatique va nous aider pour, voilà. Mais pour l'utilisation chaque jour, il faut te rassurer que quand tu es médecin et l'informatique est involved dedans. C'est-à-dire, quand tu es médecin, il faut adopter l'informatique pour éviter de faire des erreurs, de donner des médicaments qu'il ne faut pas, de faire, voilà. Quand tu es menuisier, il faut faire des dessins. Il faut faire les dessins en sorte que même si vous devez faire 1000 objets de la même objet, que tout se ressemble. Mais vous allez en Côte d'Ivoire ou en Afrique, vous allez voir nos menuisiers, ils font des tables très jolies. Mais malheureusement, si tu lui dis de répéter la même table 10 fois, et vous regardez ces mêmes tables-là, vous allez trouver que les tables se ressemblent, mais il y a une différence. Parce que il a fait tout à la main. Il n'a pas tenu compte de... Quand tu dis à un être humain de tracer 1 mètre, il trace 1 mètre. Mais vous allez voir que c'est 1 mètre. Mais quand tu mets sur un microscope, tu regardes les 1 mètre là, vous allez trouver c'est plus ou moins. Voilà, la précision n'y est pas. Donc, l'informatique va nous aider pour tout ça. Mais il faut que ça rentre déjà dans l'éducation, dans tous les secteurs. Tu es agriculteur, il faut qu'on te mette l'informatique pour gérer ça. Et tu es menuisier, tu es mécanicien, aujourd'hui même, on a beaucoup de voitures qui viennent d'ici, qui sont en Afrique. Les mécaniciens, généralement, qui fixent ces voitures, ils ne savent souvent ni lire ni écrire et ils ne connaissent pas l'outil informatique. Donc, du coup, il y a des voitures qui sont là-bas qui ne peuvent plus marcher. Parce que ce qui doit être entré, le mécanicien ne connaît pas. Donc, voilà pourquoi l'informatique est importante. Mais il faut aller à la base. Donc, ce que je veux dire, il faut qu'on applique l'informatique sur nos développements réels. Pas juste, je suis informaticien. Parce qu'on a vu ça en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'informaticiens, ils sont très bien habillés. Ils vont là, bon, quand tu leur poses la question, je suis informaticien. Et ça s'explique parce que on a hérité de l'administration coloniale. Donc, les gens, à défaut d'être dans l'administration où on peut se saper pour aller au travail, ils font un travail où ils peuvent être habillés tranquillement. Mais chez nous, nous sommes dans l'informatique industrielle, mais on a des bouts. On est au bureau seulement que faire un chemin et puis programmer. Quand on finit de programmer, on fait le chemin, on va sur le terrain. On est là-bas, on a la boue, on va s'asseoir à terre, travailler pour se rassurer que la machine travaille. Mais quand tu vas en Afrique, les informaticiens, ils sont des patrons qui sont assis dans les bureaux. Donc, et pour ne pas être trop long, parce que c'est l'introduction, et je veux maintenant, enfin, ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on arrive à adapter le AI de la bonne manière, parce que vous avez vu que ici aux États-Unis, quand le IT, quand on a commencé à parler du IT aux États-Unis, nous on a vu, au moins on est témoin de ça, parce que moi quand je rentrais dans l'informatique, on était à H-DOS. Le Windows même n'était pas là, on était à H-DOS. Donc on a programmé en H-DOS, en H-DOS, en OS2, maintenant Windows 3.1, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Et c'est que nous, on allait très vite. C'est pas mal d'aller vite, mais il faut pas aller vite. C'est comme si tu vas à la gare. Tu vas très vite, tu vas dépasser la gare et puis tu es devant, tu es obligé encore de faire marche arrière pour venir. Donc c'est ce qui nous coince aujourd'hui. On va très vite et puis on se rend compte que non, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur? Et puis on trouve qu'on a fait des erreurs. Il faut aller logiquement et comment les autres pays, les pays développés, comment ils sont partis. Ici aux États-Unis, en 1990, 92, 93, voilà, c'est-à-dire 92, 93, 94, ceux qui ont fait le IT, le computer networking, mais c'était des gens qui pouvaient se faire $200,000 de salaire par an. Ceux qui ont commencé à faire les websites, c'était des gens, un website, ça pouvait faire au moins 10 millions, 15 millions, 20 millions de francs CFA. Ceux qui ont fait le A+, pour réparer les computers, mais c'était des gens, ils réparaient les computers $50, $70 de l'heure. Donc, si tu leur donnes un computer et ils passent 5 heures de temps dessus, tu vois, donc c'était des gens qui faisaient de l'argent. Mais aujourd'hui, personne ne répare un computer, puisque le computer est tellement moins cher que qui va arrêter? Moi, si mon computer se gâte tout à l'heure, tout ce que je fais, je jette, je vais acheter un nouveau computer.
That's it. Tout ce que je vais faire, c'est juste peut-être enlever le disque dur pour sortir mes data, mais je vais jeter. Je mets à la poubelle et puis je vais aller acheter un nouveau computer. Voilà, que d'aller donner à quelqu'un. Donc ceux-là, ils sont au chômage. De deux, ceux qui faisaient les websites avaient beaucoup d'argent. Et tout ça, ils sont en plus au chômage. Parce que on a développé maintenant des API, des applications robots ou des modules qui sont là déjà que tu prends, importer seulement dans tes fonctions et puis pop, tu as le website en moins de 2 heures de temps, tu as un website qui est en live. Donc ceux-là, ils ne gagnent plus de l'argent. Moi, je suis ici, je travaille plusieurs fois à Microsoft parce qu'on a intégré les, les scanners chez Microsoft. Mais quand tu vas chez Microsoft aujourd'hui, d'abord, disons, quand tu viens dans l'état de Washington, Seattle, prends un taxi Uber, tu as 80% des chances que le chauffeur du taxi, c'est un informaticien qui a peut-être un master ou 2 masters. Parce qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Donc, il n'y a plus de travail. Ça commence à nous coincer. Donc, ici, on est en train de revoir comment il faut se réindustrialiser. Donc, ce que je suis en train de dire par rapport à l'Afrique, comment nous, on fait des erreurs, c'est ça. La France, le président Macron, il n'y a pas très longtemps, il disait qu'il faut une réindustrialisation de la France. L'Amérique dit qu'il faut une réindustrialisation de l'Amérique. La Chine, eux, depuis le premier jour, ils disent allons à l'industrialisation. Ils sont allés à l'industrialisation à outrance. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance industrielle au monde. Mais tout cela se fait avec l'électricité. Nous, on n'a pas d'électricité. Donc, chez nous, tu parles d'informatique ou bien tu parles des nouvelles technologies, des nouvelles technologies, ce n'est que les compagnies de cellulaires qui peuvent gagner cet argent. Parce que notre besoin même, c'était le téléphone. On a tous téléphone maintenant. Maintenant, le data, ça commence à devenir un problème. Donc, l'argent rentre dans la poche seulement de quelques entreprises. Mais sinon, l'individu même là, peut-être tu fais un business, il n'y a pas l'impact que nous cherchons vraiment dedans. Donc, tout ça, il faut s'asseoir, réfléchir où notre développement s'en va. Donc, je ne sais pas que si j'ai été trop long. Donc, c'était comme c'est l'introduction, prochainement, on serait seulement que à 10 minutes pour jusqu'à, comme on doit parler de choses, comme on appelle ça, l'impact de AI dans l'emploi, c'est-à-dire en Afrique, où on va. Parce que c'est important, il ne faut pas aller encore suivre les gens naïvement. Et puis, à la fin, on va se retrouver qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'emploi. Parce que si vous formez millions de personnes, et même s'ils ont des outils informatiques, s'ils n'ont même pas l'électricité, ils ne pourront rien faire. Donc, voilà un peu, monsieur Samuel, et ce que je pourrais dire pour l'introduction prochainement. Bon, c'était pour donner un peu l'historique de ce que je sais. Voilà, on peut toujours demander des gens, mais moi, j'ai eu cette chance seulement, pas que je connais mon travail, j'ai eu la chance seulement de travailler avec des grands scientifiques au monde. J'ai eu vraiment cette chance et être peut-être, nous, on était là pour automatiser ce qu'ils nous disent. Lorsqu'on arrive dans les formules des algorithmes mathématiques, c'est eux qui vont faire ça pour nous donner et puis nous, on implémente pour que la machine puisse se comporter. Donc, quand tu vas dans l'industrie des semi-conducteurs, nos machines travaillent sans que l'être humain ne soit involvé dedans. La machine travaille, vous êtes assis derrière la vitre parce que c'est des chambres blanches, donc on fait très attention. Donc, c'est l'automatisme à outrance. Donc, comment nous devons appliquer tout cela au niveau du pays, de l'Afrique? Alors, il faut commencer d'abord par l'électricité. Moi, j'ai toujours dit, il faut commencer. Il y a quelques années, je proposais qu'il faut aller à l'industrie of the milk. Mais quand j'ai dit ça, bon, ceux qui étaient avec moi, bon, peut-être ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas compris parce que quand on parle de l'industrie of the milk, c'est les lunettes pharmaceutiques. Ils ont trouvé que, mais on parle d'informatique, lui nous parle des industries de lunettes. Bon,
comme on n'a pas eu le temps de développer, mais ce que je voudrais les amener à comprendre que l'outil informatique, lunettes pharmaceutiques, c'est traité de la même façon et les mêmes équipements. Ce qui le différencie, c'est la chambre, la classe de la chambre qui différencie. Quand tu entends le hard drive vient d'où? C'est parce qu'on a pris de l'oxygène du plasma et puis rendre une surface dure comme du diamant. Voilà pourquoi on utilise des équipements qu'on appelle les DLC, les Diamond Light Carbon, pour rendre ça dur, c'est tout. Lunettes pharmaceutiques, on rend ça dur pour ne pas que ça se gratte. Donc tout ça là, c'est presque la même science, mais seulement ça change par rapport à l'application. Voilà, mais généralement, c'est presque, je dis presque, pas à 100%, mais presque les mêmes systèmes. Quand un enfant, quelqu'un qui travaille, qui connaît comment il faut coder les lunettes pharmaceutiques, lui, on peut le former en 6 mois pour travailler dans l'industrie du semi-conducteur, de comprendre exactement ce qu'il peut faire et ça passe. Voilà, ça c'est très important. Mais comme nous, on va très vite, ce que les autres nous disent de faire, mais comme j'ai toujours dit, tant que quelqu'un doit décider ce que vous devez manger, vous allez manger vos totems. Donc, rapidement, je vais vous présenter ça. Et puis bon, moi je pense que j'ai fini. Puis, Merci. Voilà, je vais vous présenter à peu près, comment on appelle ça? Si vous voyez cet écran, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Oui, je vois bien l'écran. Voilà. L'écran, bon, voilà, c'était juste pour vous présenter comment cette technologie Ion Beam est partie de l'espace. Et voilà, ça c'est des laboratoires. Voilà, ça c'est le moteur des fusées, des moteurs électriques. C'est ce qui est appliqué à l'industrie pour faire la lithographie aujourd'hui. Et donc, c'est la même chose, la fusée, il continue à utiliser, la lithographie continue à utiliser. Donc, voilà un peu, on te dit que ça quitte, comme on est quitté d'abord dans l'espace. Voilà, ça c'est le Ion Beam, qui est là avec du gaz, souvent c'est du oxygène, du argon, du méthane gaz. Bon, ça dépend de comment c'est fait. Donc, voilà un peu. Au finish, là, on a une fusée en l'air pour qu'il puisse voyager. Donc, on peut contrôler la fusée en utilisant cette technologie. Donc, et quand tu regardes ça, tu te demandes, mais où est le computer qui est involvé dedans? Ben voilà, c'est le computer qui est involvé dedans maintenant. On fait les disques durs avec. Voilà, c'est traité ici. Et puis, ça, c'est toujours la même technologie. Les balançoires, les têtes de lecture et choses. Le DL, ça, c'est le spectrum de la couleur. Parce qu'en matière informatique, la couleur est vraiment cruciale. Quand on parle du AI, là, c'est surtout ça. La couleur, il y a l'algorithme qui est vraiment complexe en matière de couleur et du graphique. Voilà pourquoi avant, il y a 20 ans en arrière, quand on fait un computer, le CPU ne pouvait pas traiter le graphique et la couleur. Donc, on était obligé de mettre un coprocesseur. C'est-à-dire, il y a le CPU, il y a un autre CPU qu'on appelle le coprocesseur. Tu devais acheter ça pour mettre ça dans le computer pour que tu arrives même à faire un dessin sur le computer. Donc, tout ça, c'est parti. Voilà un peu, ça, c'est la lunette. Ça, c'est les lunettes pharmaceutiques. Ça, c'est codé exactement comme les disques durs, la silicon wafer, voilà. Donc, c'est la même chose, c'est la même technologie, mais seulement, bon, les artisans sont différents parce que de l'autre côté, c'est pur de chimie et côté choses informatiques, ce n'est que des électriciens, des chimistes et puis ceux qui ont fait la science des métaux. Donc, voilà un peu plus bon. Voilà un peu, je présente toutes ces industries que vous voyez là. De 1995 jusqu'à actuellement, presque 80%, ils restent toujours en business pour faire que seulement et l'outil informatique. Et vous avez la compagnie qui fait aujourd'hui grand, c'est ce qui est en bas, TSMC. Ça, c'est en Taïwan. Mais tout cela, ils sont liés à une seule compagnie aussi qui fait l'équipement
pour procéder ces nanotechnologies. Et ces équipements, ils ne font seulement que 8 équipements, je crois 8 à 50 équipements par an. Mais l'argent qu'ils ont dans leur caisse, c'est plus que le budget national de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu. Donc c'est pour te présenter comment nous sommes partis et c'est les mêmes artisans qui sont là. Et il faut savoir adapter tout ça là dans nos systèmes. Donc c'était juste pour te présenter ça. Voilà un peu les composants, comme on appelle les bandes, c'est-à-dire les D, DWDM. Voilà, c'est les 4 waves de choses. Donc c'est trop technique, je ne vais pas expliquer, mais c'était juste pour te présenter et comment on est parti, ou comment l'intelligence artificielle est rentrée dans tout ça. Que ce soit télécom, les fibres optiques, les multiplexeurs, parce que tu te rappelles, le computer, le téléphone à l'époque, on a des multiplexeurs, des instruments, et qui devaient faire nous connecter. C'est-à-dire, on se parle, on nous connecter. Bon. Et le téléphone, tu sais, c'est que c'est 256 personnes qui peuvent se parler en même temps. Toi et moi, quand on se parle, on va nous disconnecter, on va mettre Paul et Pierre, on disconnecte, on met Franck et Paul, on les disconnecte. Mais ça se fait d'une manière rapide que nous, on ne peut pas savoir qu'on est disconnecté. Maintenant, on est venu maintenant avec l'ère informatique, on a utilisé maintenant les logiciels maintenant qu'on appelle les SIP pour gérer ce côté-là. C'est ce qui fait aujourd'hui que le téléphone, vous avez des cellulaires, c'est très rapide. Et puis, bon, on a des computers, des serveurs qui peuvent vous connecter de gauche à droite. Et puis, bon, ça devient seulement comme un réseau network. Et puis, bon, vous parlez. Normalement, ça ne coûte même pas l'argent aux compagnies cellulaires que toi et moi, on se parle au téléphone à l'intérieur, puisque c'est comme si on était assis dans un bureau. Mais malheureusement, bon, il y a des compteurs dessus où on va charger les uns des autres. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment le développement, l'historique du développement, qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc, je vous dis merci, je remercie beaucoup d'amis, scientifiques avec qui j'ai travaillé. On reste aujourd'hui dans un grand club. Voilà, donc je reste, bon, moi j'ai le petit dedans, quoi. Bon, on reste ensemble. Et donc, je les remercie. Donc, si demain, vous voulez quelqu'un et qui peut venir parler. Donc, on a un scientiste, un grand scientiste africain qui s'appelle Wahab Bauchi. Et j'ai eu la chance de travailler pendant longtemps sur des grands projets avec lui. Il est d'origine algérienne. Très intelligent, on peut l'inviter. Il parle aussi français proprement. Et qui a développé les pacemakers, des équipements. Il y a des capteurs qu'on met dans les cœurs pour faire marcher les cœurs. Voilà, les gens qui ont des problèmes de cœur. Il a développé pas mal de systèmes par rapport à ça. Donc, il est là, c'est un grand scientiste. Donc, je n'aurai pas de problème de vous passer ce monsieur pour que un jour vous lui posez la question. Et aussi, je vais parler d'un autre Africain que je respecte beaucoup. Et il s'appelle Omar Chakawi. Donc, il était le chef de département de l'université de UQAM des télécoms. Beaucoup d'instruments de Cisco. Beaucoup d'instruments de Cisco. Il a la base les routeurs Cisco, etc. C'est la personne qui a mené beaucoup de recherches pour Cisco et pour que Cisco développe tout ça. Donc, il a la base des cerveaux qui sont là, on peut toujours les appeler et venir nous aider, ils vont venir nous entretenir. Parce que c'est important, on ne va pas seulement parler que de politique, il faut qu'on parle de politique de développement et puis aider nos enfants comment il faut les orienter pour ne pas demain qu'ils soient des victimes. Ils ont appris du travail, quelque chose, et puis ça ne les donne rien à la fin. Alors sur ça, et voilà, comme j'ai dit, c'est aujourd'hui on a commencé, c'est long. Prochainement, ça serait seulement que pas plus de 10 minutes. On va partir de point à point, jusqu'à ce qu'on finisse. Et à vous le micro, monsieur Samuel. Merci, merci, monsieur Diabaté. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, c'est juste une introduction. Pour la suite, restez connectés sur le canal Sphinx Media. Bonne soirée à vous.